Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation pour pouvoir assister à la présentation de mon mémoire d'actuariat que j'ai soutenu devant l'Institut en juin dernier. Alors, ce mémoire s'intitule Stratégie d'assurance paramétrique pour la résilience des centrales hydrauliques. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un mémoire que l'on peut considérer plutôt de recherche, et un mémoire assez niche. Et cette présentation va s'articuler autour de la problématique suivante. Alors, comment peut-on protéger efficacement un producteur hydroélectrique face à l'aléa météorologique? Pour répondre à cette problématique, je vais organiser ma présentation selon le sommaire suivant, donc en 6 parties. Dans une première partie, je vais faire une brève présentation de l'assurance paramétrique. Dans une seconde partie, je vais vous démontrer pourquoi le secteur hydroélectrique est un cas d'application qui est cohérent pour ce type d'assurance. La troisième partie consistera à élaborer un indice assez particulier pour, dans une quatrième partie, générer des données synthétiques à partir de nos données historiques, afin, dans une cinquième partie, de proposer une tarification qui puisse être la plus fiable et la plus complète possible. Enfin, dans le bilan, je vais explorer les limites et les pistes d'amélioration de ce mémoire. Tout d'abord, qu'est-ce que l'assurance paramétrique? Donc, l'Association nationale des commissaires aux assurances américaines va définir ce type d'assurance comme une assurance qui couvre un assuré contre la survenance d'un événement spécifique en payant un montant fixe qui repose non pas sur l'ampleur des pertes, mais sur l'ampleur de l'événement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour expliciter cette définition, je vais prendre un exemple assez concret. Donc, imaginons une garantie tempête dans un contrat multirisque habitation classique, pour une assurance indemnitaire qui est classique. Si jamais une tempête a lieu et cause des dégâts, dans ce type d'assurance, on va dépêcher un expert qui va venir sur place pour constater l'ampleur des pertes et l'indemnisation va être établie à partir de cette ampleur des pertes, de cette expertise. L'assurance paramétrique ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc l'assurance paramétrique ne va pas à aucun moment regarder l'ampleur des pertes, elle va s'intéresser à l'ampleur de l'événement. Et donc dans notre cas de figure, l'événement, c'est la tempête. Et donc l'ampleur de l'événement, c'est la gravité de la tempête. Donc une gravité qui est météorologique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus la tempête est importante, plus l'indemnité qui va être versée va également être importante. Le fait est qu'il y a un lien évident entre l'ampleur de l'événement et l'ampleur des dégâts. Et ce type d'assurance va apporter son lot d'avantages et d'inconvénients, comme je vais vous le montrer par la suite. Et donc, comment l'assurance paramétrique fonctionne d'un point de vue opérationnel? Donc, je vais prendre un autre exemple très simple. Donc, on va imaginer un agriculteur qui veut protéger ses revenus contre le risque de perte de rendement qui est induit par une faible pluviométrie. Dans notre cas de figure, l'indice, c'est-à-dire l'ampleur de l'événement, ça va être le cumul de pluie qui est tombé sur le champ pendant une période donnée. Le seuil, ça va être la limite à partir de laquelle on considère que l'indice est trop faible et risque de faire des cultures mauvaises. Enfin, et donc, à chaque fois que l'indice passe en dessous de notre seuil et qu'il atteint la zone de déclenchement de la couverture, dans ce cas de figure, à la fin de chaque période de couverture, l'agriculteur va percevoir une indemnité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une assurance qui est très particulière et qui va apporter son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Alors, du côté des avantages, étant donné que le comportement de l'assuré ne peut jamais avoir d'incidence sur l'indice que l'on étudie, cela va fortement diminuer les contraintes en matière d'aléa moral et d'antisélection. Donc, antisélection parce qu'à aucun moment, ni l'assureur ni l'assuré ne possèdent plus ou moins d'informations sur le risque. Et l'aléa moral, puisqu'étant donné que le comportement de l'assuré n'a pas d'impact sur l'indice, que son comportement soit plus risqué ou non, n'induit pas d'aléa moral. Enfin, étant donné qu'il n'y a pas de déclaration de sinistre, les opportunités de fraude vont être beaucoup moins nombreuses. Un dernier avantage, et pas des moindres, c'est que comme l'indemnisation se déclenche de manière quasiment automatique lorsque l'indice a franchi le seuil,
alors les délais d'indemnisation vont être largement raccourcis. Il y a quand même évidemment des inconvénients par rapport à l'assurance classique. C'est que tout d'abord, l'indice que l'on construit, il peut être assez opaque pour la compréhension de l'assuré. Et le deuxième inconvénient qui est vraiment très important, c'est l'inconvénient de base de l'assurance paramétrique, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le risque de base. Donc le risque de base, je vais vous l'expliquer avec un petit exemple. Donc on va imaginer qu'un producteur éolien souhaite protéger ses revenus lorsque les vents sont trop faibles et donc les pales de la centrale ne tournent pas. Alors dans ce cas, on va imaginer que la, le boîtier de mesure de vent le plus proche se situe à 1 km de la centrale. Pour obtenir les données réelles sur site, l'assureur va devoir faire des estimations des conditions réelles sur site. Et donc, ces estimations, elles vont conduire à des approximations par rapport à la réalité. Et ces approximations vont conduire à des écarts entre les dégâts qui ont été réellement causés et l'indemnité qui va être donnée à l'assuré. Pourquoi le secteur de l'hydroélectrique est-il compatible avec l'assurance paramétrique? D'abord, je vais vous présenter le secteur de l'hydroélectrique. Donc, il s'agit toujours, malgré l'essor de l'éolien et du photovoltaïque, de la première source d'énergie renouvelable dans le monde. Et de manière assez grossière, on va pouvoir la diviser en deux blocs importants. Donc, d'un côté, les centrales au fil de l'eau et de l'autre côté, les centrales de lac. Alors, les centrales au fil de l'eau, elles vont produire de l'électricité à mesure que l'eau s'écoule par les turbines. Et donc, ces centrales vont être placées le long de cours d'eau. Les centrales de lac vont fonctionner d'une manière totalement différente. Elles possèdent un barrage qui va former un réservoir d'accumulation d'eau. Et donc, lorsqu'on ouvre les vannes, l'eau va emprunter un conduit vers un groupe de turbines qui va produire de l'électricité. Et donc, la différence vraiment cruciale entre ces deux types de centrales, c'est que les centrales de lac possèdent un réservoir. Les centrales au fil de l'eau, elles vont produire de l'électricité en direct. Les centrales de lac, elles vont accumuler de l'eau. Et en fait, ce stock d'eau, il va constituer un stock d'énergie qu'on va théoriquement pouvoir écouler à n'importe quel moment. Et donc, en fait, ce barrage, il fait de ce type de centrale une véritable exception dans le domaine de la production d'électricité. La deuxième différence qui est induite par ce stock, cette différence de stock d'énergie, c'est le fait que la production d'électricité de la centrale, elle va être modulable. Donc en fait, quand on ouvre les vannes, on produit l'électricité. Et le fait est que cette modulabilité, au premier abord, on pourrait se dire que ça va poser problème pour mettre en place un produit d'assurance paramétrique, puisque nous, on a envie que la production de la centrale, elle ait une part de prévisibilité. Le fait est que la modulabilité, c'est vraiment sur le papier. Dans la pratique, la centrale va produire de l'électricité selon une stratégie de production qui va être contractuelle et qui va répondre à des faits objectifs. Par exemple, les centrales vont être utilisées comme des mécanismes de pointe qui vont produire de l'électricité au moment où on a des pics de demande dans la journée. De plus, une différence non négligeable, c'est que les centrales au fil de l'eau, elles sont beaucoup plus nombreuses que les centrales de lac, mais elles sont moins puissantes. Les centrales de lac sont moins nombreuses, mais ça fait partie des centrales les plus puissantes du monde. Par ailleurs, enfin, on a dans les deux cas des prises en compte de contraintes environnementales. Il y a un fait assez étonnant dont vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine est en train de construire une centrale de lac absolument gigantesque. Elle possède déjà d'ailleurs la centrale la plus puissante du monde. Et cette centrale est tellement grande qu'elle va modifier la trajectoire de la Terre autour du Soleil et qu'elle va modifier la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. Donc très faiblement, mais c'est quand même une alerte assez importante qui est d'ailleurs mise en cause par la NASA. Et donc le cœur du sujet,
c'est de se demander pourquoi on souhaite utiliser une assurance paramétrique pour le secteur hydraulique et pas une assurance classique. Alors, les assurances classiques dans le secteur hydraulique, ça existe évidemment, et ça va plutôt concerner des pertes d'exploitation qui sont causées, par exemple, par un dommage qui va empêcher la centrale de produire de l'électricité. Alors nous, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la perte d'exploitation qui est due à la fluctuation en apport en eau dans le réservoir. Et donc ça, c'est quelque chose qui se marie vraiment très bien avec une assurance paramétrique. Le fait est que l'aléa de production année après année va vraiment être très important. Donc on peut le remarquer sur le graphe de droite. Et on va avoir par exemple une augmentation d'une année sur l'autre de 30% de la production ou une baisse de 20%. Et on peut prendre l'exemple de l'année 2022 qui a été une année extrêmement sèche. Et il y a eu un déficit pluviométrique de 25% sur l'ensemble de l'année. Donc en fait, cette forte fluctuation en production et donc de revenus, elle répond très bien aux critères d'application de la science paramétrique. Il y a un point très important à aborder quand on parle d'assurance paramétrique, c'est le fait que les données qui sont utilisées pour une assurance paramétrique sont vraiment particulières. Donc, ce sont des données, donc pour notre indice, qui doivent être fournies par un organisme qui est tiers et qui est indépendant, d'où l'absence d'aléa morale et d'antisélection. Ce sont des données qui doivent être accessibles par les deux parties, qui doivent être mises à jour en temps réel ou tout du moins de manière régulière, et qui doivent être fiables et pertinentes. Alors, qu'est-ce que j'entends par fiable et pertinente? Le but, c'est évidemment de réduire le risque de base. Donc, je prends cet exemple sur le graphe de droite. Alors, en ordonnée, vous avez la production d'électricité de la centrale que j'étudie dans cette étude. En abscisse, vous avez la précipitation, donc le cumul de pluie qui va tomber sur le bassin versant de la rivière qui alimente ma centrale. Et en fait, on pourrait se dire que la précipitation va être très fortement corrélée à la production d'énergie. Alors, il se trouve qu'il y a une maille saisonnière, c'est absolument pas le cas. On a une corrélation de seulement 0,37 entre les précipitations et la production d'énergie. Et ça nous renseigne sur le fait qu'il faut vraiment faire attention à l'indice qu'on prend et qu'il faut choisir l'indice qui soit le plus proche possible de ce qu'on veut prédire afin de réduire le risque de base. Un problème qui s'est posé, c'est le fait que les données hydrologiques qui sont conservées en interne en France par EDF, donc j'ai pas pu avoir du tout accès à des données hydrologiques pour les centrales françaises. Donc j'ai décidé de faire mon cas de figure aux États-Unis. C'est donc une centrale de lac qui s'appelle John H. Kerr, qui est située en Virginie et qui est exploitée par la compagnie d'électricité Dominion Energy. Et donc on a non seulement des données de prix, des données de demande, mais on a aussi des données hydrologiques très fournies. Donc en termes de données hydrologiques, on a ce qu'on appelle l'afflux d'eau et le reflux d'eau. Donc l'afflux d'eau, c'est la quantité d'eau qui va rentrer dans le lac. Le reflux d'eau, c'est la quantité d'eau qui va sortir du lac à la suite de la production d'électricité. Et enfin, on a le niveau journalier de notre réservoir. Le tout donc à la maille journalière sur un historique de 70 ans. On a également exactement les mêmes données, mais à la maille horaire sur un historique de quelques jours seulement, qui est mise à jour toutes les heures. On a des données de production d'électricité. Et enfin, on a des données de prix et de demande qui sont fournies à la maille horaire sur un historique de 18 ans. Quand on calibre un indice pour un produit d'assurance paramétrique, il faut choisir la maille à laquelle on applique cet indice et donc la période de couverture. Donc on a le choix entre plusieurs périodes. On peut choisir une période mensuelle, une période saisonnière, une période annuelle, sachant que chacune de ces périodes a ses avantages et ses défauts. Une période mensuelle, par exemple, fournit un nombre de données très important, mais on a une corrélation entre la production mensuelle et l'afflux d'eau mensuel qui est assez peu élevée. À la maille annuelle, on a une corrélation entre la production d'électricité et l'afflux en eau
qui est très importante, mais on a très peu de données. À la masse saisonnière, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On a à la fois des données, on a à la fois des données qui sont très nombreuses et une corrélation qui est très forte. Donc, on peut voir sur ce graphe la corrélation de Pearson de 0,91 entre l'afflux en eau et la production d'électricité pour notre centrale. À noter, et c'est très important, que la centrale, elle possède évidemment un levier d'action sur sa production, mais elle ne possède pas un levier d'action sur l'afflux en eau qui rentre dans le lac. Et donc, ça nous indique le fait que l'afflux en eau répond aux critères de l'assurance paramétrique pour être notre indice. Le problème, c'est que on a vu que l'afflux en eau est très fortement corrélé à la production d'électricité, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la perte d'exploitation. Donc, en fait, c'est le revenu de la centrale. Et le revenu de la centrale, il dépend non pas seulement de la production, il dépend également du prix de l'électricité. Et donc, notre compagnie de production d'électricité, elle opère sur un marché de gros qui s'appelle PJM Interconnexion. Et un marché de gros, en fait, c'est un marché qui est dérégulé. Ça veut dire que le prix du mégawattheure, il va évoluer selon un système d'offres et de demandes. En fait, le prix n'est pas fixé. Et donc, en effet, l'afflux en eau est un bon prédicteur de la production, mais il n'est pas un bon prédicteur du revenu, puisque le prix va également entrer en jeu. Et donc, pour notre indice, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir prendre deux paramètres qui vont combiner à la fois le prix du mégawattheure et à la fois la production, l'afflux en eau, afin de pouvoir prédire non pas la production de la centrale, mais ses revenus. Et donc, pour ce faire, alors malheureusement, en fait, on n'a pas les revenus de la centrale à notre disposition, on aurait aimé les avoir. Et donc, ce qu'on va faire sur cette slide, c'est qu'on va essayer de les estimer. Il ne faut pas perdre de vue que on ne va pas obtenir les revenus réels, on va obtenir les revenus estimés qu'on tente de rapprocher le plus possible des revenus réels. Et pour ce faire, on va procéder par 5 étapes différentes. Donc la première étape, ça va être d'obtenir un coefficient énergétique K, donc qui va relier la production de notre centrale au reflux en eau. Et on va considérer qu'il s'agit d'une donnée fixe. Alors la réalité, c'est que la donnée, elle évolue très légèrement du fait de plusieurs paramètres. Mais pour simplifier, on va dire que c'est fixé. On va ensuite faire une estimation du reflux horaire, donc tous les jours. Et donc pour ça, j'ai pu récupérer l'historique de reflux horaire. Donc l'historique de reflux horaire qui est donné, il est très restreint, il s'étale sur quelques jours. Nous, on veut l'étaler sur 18 ans. Et donc, en étudiant donc le contrat de la centrale et l'estimation et le reflux horaire de l'historique de quelques jours, on va pouvoir remarquer que la centrale va produire selon plusieurs paliers. Donc, on va avoir un palier à 10 000 feet cubes par seconde, un palier à 20 000 feet cubes par seconde et enfin un palier à 35 000 feet cubes par seconde qui n'est pas présent sur ce graphe, mais qui est bien présent sur le contrat de la centrale. Et donc, en fait, selon le reflux journalier que l'on possède sur un historique beaucoup plus important, on va pouvoir dire quel est le reflux horaire, quel est le palier de reflux horaire pour chaque jour de notre historique. Et alors ça, c'est pas suffisant. On veut également comprendre pendant combien de temps par jour la centrale va produire de l'électricité. Donc pour ça, on va appliquer cette formule qui va nous donner une estimation tous les jours de notre historique du nombre d'heures de turbinage de la centrale. Donc maintenant qu'on a le palier de reflux horaire et le nombre d'heures de turbinage, on veut savoir quand dans la journée la centrale va produire de l'électricité. Et donc pour ça, on va se référer encore une fois à la stratégie contractuelle de la centrale. Il se trouve que cette centrale va produire de l'électricité au moment où la demande journalière en électricité est forte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement calquer la production de reflux horaire de la centrale sur la demande horaire du marché.
Donc ça va nous permettre d'obtenir ce graphe-ci, donc qui va vraiment situer le nombre d'heures de turbinage chaque jour de notre historique. Et enfin, pour calculer les revenus saisonniers, on va tout simplement multiplier la production horaire par le prix horaire correspondant. On va agréger à la maille saisonnière et ça va nous permettre d'obtenir ce graphe-ci. Et on peut remarquer à quel point les revenus de la centrale vont être très volatiles. Pour notre indice, donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser deux paramètres. Donc en X1, on va voir notre afflux en eau à la maille saisonnière. En X2, on va avoir le prix de l'électricité cumulé à la maille saisonnière. Et donc en fait, on va prendre ces deux paramètres en entrée, on va les faire tourner dans un modèle de régression, et on va avoir en sortie le revenu de la centrale qu'on va utiliser comme indice. Et donc en fait, dans la base train, on va utiliser le Y, donc le revenu saisonnier qu'on vient de calculer dans la salle précédente. Et on va utiliser donc X1 et X2. On a testé plusieurs modèles de régression, donc une batterie de modèles de régression selon pas mal de métriques. Et donc, il en sort que c'est le modèle log-log qui fonctionne le mieux. Euh, le modèle polynomial n'est pas très éloigné, mais c'est vraiment le modèle log-log qui donne les meilleurs résultats. Donc, c'est sur ce modèle qu'on va partir. Et on va pouvoir voir sur le graphe en bas à droite, donc de la base test de notre modèle de régression, avec en ordonnée l'abscisse et en ordonnée, pardon, l'indice et en abscisse le revenu, que plus les points s'approchent de la diagonale, plus la prédiction est bonne en fait. Et donc ici, on peut constater qu'on obtient des résultats qui sont relativement satisfaisants. À partir de là, on pourrait déjà passer à la tarification de notre produit. Mais il se trouve qu'on a un historique de 18 ans, donc ça fait environ 70 valeurs saisonnières. Et 70 valeurs saisonnières, c'est un nombre trop faible de scénarios pour pouvoir faire une tarification qui soit fiable et complète. Donc pour pallier ce problème, on va tout simplement générer un très grand nombre de données synthétiques, des données synthétiques qui vont être fondées à partir des données historiques. Pour ça, j'ai utilisé deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode qui utilise Monte Carlo, donc que je ne vais pas présenter ici. La seconde méthode, c'est une méthode qui utilise les séries temporelles et c'est un peu la méthode préférentielle. Donc, notre objectif, ça va être tout simplement de créer un nouveau jeu de données intégral, donc des données qui sont synthétiques et qui sont beaucoup plus nombreuses. Et pour ça, on va générer des données d'afflux d'eau, de reflux d'eau, de demande et de prix. Et pour ce faire, euh, donc on va les générer à la maille saisonnière. Tout d'abord, dans une première étape, on analyse la stationnarité de nos séries temporelles. Dans une seconde étape, on va tout simplement analyser les graphes d'autocorrélation de nos processus. Et on va pouvoir remarquer qu'à la maille saisonnière, sans trop de surprise, l'afflux d'eau suit vraiment un comportement qui est saisonnier. Donc, on va pouvoir utiliser un processus autorégressif qui utilise une composante saisonnière. Le prix cumulé, lui, est progressivement décroissant sur son ACF. Et donc, pour le processus de prix cumulé, on va utiliser un processus autorégressif classique. Donc, on a fait ces deux étapes et on a généré des données synthétiques saisonnières. Et pour pouvoir refaire notre jeu de données, on va le refaire à la maille horaire. Donc, en fait, on a généré des données synthétiques à la maille saisonnière. On va toutes les désagréger à la maille horaire. Et pour les désagréger à la maille horaire, on va tout simplement utiliser la variabilité horaire de notre historique qu'on va injecter dans nos données synthétiques. Et donc, ça va fournir des données à la maille horaire qui respectent d'une certaine manière la réalité de l'historique. Donc, assez rapidement, parce que la diapo est assez complexe à comprendre, on va créer ce qu'on appelle des vecteurs de proportion pour chacune des saisons de notre historique. Et donc, ces vecteurs de proportion,
Donc, par exemple, P11, c'est l'afflux d'eau qui est arrivé dans la centrale le premier jour de la saison 1. P22, P21 le deuxième jour, P31 le troisième jour. Et donc, si vous sommez tous les PI1 pour la saison 1, vous obtiendrez l'afflux cumulé total qui est arrivé dans le lac pendant la saison 1. Donc, vous créez ces vecteurs de proportion. Vous prenez vos données synthétiques saisonnières et vous allez injecter dedans un de ces vecteurs de proportion. Et donc, pour ça, on va utiliser une manière stochastique avec un algorithme des cas plus proches voisins et un tirage aléatoire pour obtenir un maximum d'aléas dans nos données synthétiques désagrégées. Ensuite, une fois que vous avez obtenu vos données synthétiques désagrégées à la maille horaire, on va refaire ce qu'on a fait dans cette slide pour pouvoir obtenir, et ici pour pouvoir obtenir un nouvel indice qui est cette fois non plus basé seulement sur les quelques données historiques qu'on avait, mais qui est basé sur plusieurs milliers de données synthétiques. Et donc on peut voir sur le box plot de l'indice nouvellement créé, donc à gauche vous avez l'indice historique, à droite vous avez l'indice synthétique, que les queues de distribution à gauche et à droite dans l'indice synthétique ont été largement améliorées par rapport à l'indice historique. Et ça nous indique le fait que non seulement on a beaucoup plus de scénarios, mais on a des scénarios d'une part beaucoup plus catastrophiques et d'autre part des scénarios très bénéfiques pour la centrale. Et donc en fait, le fait d'avoir beaucoup plus de scénarios, ça va nous permettre d'étaler les possibilités de scénarios de notre indice. Donc quand on avait un indice dans notre historique qui ne descendait jamais en dessous d'un certain seuil, on a un indice on a dans nos données synthétiques des indices qui vont descendre beaucoup plus bas. On a également des indices qui vont remonter beaucoup plus haut. Donc ça va nous permettre de faire une tarification qui soit beaucoup plus fiable et beaucoup plus complète. Dans une dernière étape, on va répéter tout ce qu'on a fait 3 fois. Donc la première, ça a servi à la création d'une base de calibration qui va permettre de calibrer les paramètres bêta 1, bêta 0 et bêta 2 avec les données synthétiques. La deuxième a permis la création d'une base de tarification qui va nous permettre de tarifer le produit en utilisant les paramètres qui ont été calibrés dans la base de calibration. Et enfin, la base de validation va nous permettre d'étudier la profitabilité et la rentabilité du produit en utilisant la tarification qui a été utilisée précédemment. Et donc, la création de ces 3 bases, c'est pour éviter tout simplement le surapprentissage. On va maintenant passer à la tarification du produit d'assurance. Donc, comment ça se passe pour une assurance paramétrique? On a une indemnité qui va être égale au maximum entre la différence entre le seuil et l'indice. Ainsi, et donc en fait, si le seuil moins l'indice est plus grand que 0, l'assuré va recevoir une indemnité. Si le seuil est inférieur à l'indice, il ne va rien se passer. On va poser notre X, qui va être la variable aléatoire, qui va refléter le risque. Et on va par exemple prendre, on peut prendre plusieurs principes de prime. Ici, j'ai pris la prime de la valeur espérée, qui est un peu la prime la plus simple, et qui va nous permettre d'illustrer la suite de manière allégée. Ici, on a un premier aperçu des propriétés de la tarification. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a une indemnité qui dépend d'un seul seuil. Et donc, pour obtenir ce graphe, j'ai posé de très nombreux seuils et j'ai calculé l'indemnisation et la prime en fonction de chacun de ces seuils. Et donc, à partir de ces 2 graphes, on peut voir les problèmes très classiques de l'assurance en général et de l'assurance paramétrique en particulier, c'est que la prime augmente de manière très forte dès que le seuil augmente. Et donc, en fait, dès qu'on veut indemniser un risque qui a une fréquence très élevée et un coût relativement faible, on va avoir une prime trop forte. Et ça, c'est dû au fait que, comme on peut le voir sur ce graphe de manière très évidente, plus le seuil de notre assurance paramétrique augmente, plus la fréquence d'indemnisation va être élevée.
Pour étudier la profitabilité de notre produit d'assurance, on va calculer ce qu'on appelle un revenu ajusté, qui va être la somme du revenu sans couverture, ajouté de l'indemnité et diminué de la prime d'assurance. Ça va nous permettre d'obtenir des graphes ici du revenu moyen ajusté et un graphe de rentabilité du S sur P. Et on va pouvoir apprécier donc l'impact de cette assurance paramétrique sur le revenu de la centrale grâce à ce tableau. Donc j'ai pris un lambda de 10% qui est un lambda réaliste. J'ai pris plusieurs seuils et on peut constater que plus le seuil augmente, plus le revenu moyen ajusté va diminuer, mais de manière quand même assez faible, alors que la volatilité ajustée, elle va diminuer de manière beaucoup plus importante. Donc ça veut dire que l'assuré va sacrifier un petit peu de son revenu moyen pour avoir une volatilité beaucoup moins importante. Et un autre indicateur très intéressant, c'est le fait que quand on prenait notre base synthétique, donc sans couverture, on avait un revenu minimal de 145 000 $. Avec la couverture, on a un revenu minimal pour un seuil de 2 millions de dollars à près de 700 000 $. Donc on a fait x5 par rapport au revenu minimal. Et donc là, on peut démontrer que ce produit d'assurance paramétrique, il va tout simplement permettre de rehausser le revenu minimal de la centrale. Et donc la centrale va pouvoir se protéger contre les faibles revenus qui sont vraiment catastrophiques. Et ce tableau, il est illustré par le graphe ici, qui est un graphe très parlant. Donc on peut voir le revenu réel en noir. Donc ici, on a un revenu réel qui descend selon les saisons. Donc j'ai fait 10 000 saisons synthétiques. Selon les saisons, il peut descendre très bas. Et donc en fait, plus on a un seuil qui augmente, plus on a un revenu minimal qui va augmenter. Et donc par exemple, pour un seuil de 6 millions de dollars, qui est un seuil objectivement trop élevé, mais que j'ai utilisé pour le bien de l'illustration, on va voir que le revenu de la centrale, il va être vraiment stabilisé autour d'une moyenne. Et il ne va jamais descendre sous un certain seuil. Au contraire, pour les revenus qui sont très hauts, donc les revenus qui vont dépasser le seuil, ils vont simplement être diminués de la prime. Enfin, pour terminer, dans la réalité d'une assurance paramétrique, il faut choisir un seuil. Et donc ce seuil doit convenir à la fois au producteur hydroélectrique et à la fois à l'assuré. Et donc j'ai imaginé un exemple assez simple, donc une fonction d'optimisation avec une fonction coût égale à alpha fois volatilité ajustée moins bêta fois revenu ajusté moyen. Et donc, si on fait varier les paramètres alpha ou bêta, c'est-à-dire que si l'assuré privilégie plus une forte volatilité, s'il privilégie plus de conserver son revenu, on va faire varier les paramètres et on va pouvoir voir en appliquant une fonction d'optimisation que le seuil optimal va être choisi de manière relativement automatique et qui va fortement varier selon les préférences de l'assuré. Et donc, pour conclure sur ce mémoire, donc pour conclure sur les limites et les pistes d'amélioration, ainsi que le bilan, le mémoire a démontré qu'un produit d'assurance paramétrique est pertinent pour une centrale de lac ou même une centrale au fil de l'eau. Elle est pertinente à la fois pour l'assuré et pour l'assureur. Et ce mémoire, il a mis l'accent sur la pertinence de l'open data. Donc, comme vous l'avez vu, pour réaliser ce mémoire, j'ai utilisé des données qui étaient fournies de manière qui était accessible en ligne. Et c'est vraiment un point pour la science paramétrique qui n'est pas à négliger. Il y a cependant plusieurs limites à ce mémoire. La première, très importante, c'est que l'étude n'a pas été prospective. Donc l'étude a été vraiment fondée sur l'historique et il n'y a pas eu de projection de données dans le temps. Et pour pallier ce problème, on pourrait, par exemple, imaginer intégrer dans le contrat une clause de modification de la prime. Donc ça existe dans la réalité de certains contrats d'assurance. Une clause de modification de la prime qui va prendre en compte les données en cours de contrat. Et donc ça va permettre de pouvoir ajuster la prime selon les données nouvelles
que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faut évidemment qu'une telle clause soit transparente pour l'assuré et qu'elle prévoit de pouvoir être résiliée. Et donc ça va nous permettre de prendre en compte ce qu'on appelle la déformation du risque au cours du contrat. Une deuxième limite qui est vraiment impossible à dépasser, ce sont les faux positifs et les faux négatifs. Donc c'est un risque incontournable dans l'assurance paramétrique. Alors les faux positifs, ça veut dire que l'assureur va verser une indemnité à l'assuré alors qu'il n'aurait pas dû en verser une. Les faux négatifs, ça veut dire que l'assuré n'a pas versé une indemnité, que l'assureur n'a pas versé une indemnité à l'assuré alors qu'il aurait dû en verser une. Donc ça, ce sont des risques qui sont inhérents à l'assurance paramétrique. Le premier risque, celui des faux positifs, n'est pas si important que ça. Dans la jurisprudence, il n'y a pas trop de problèmes. Les faux négatifs ils risquent tout simplement de faire sortir l'assuré du portefeuille, puisqu'il il aurait dû recevoir une indemnité qu'il n'a jamais reçue. Et donc ces risques, faux positifs, faux négatifs, ils doivent être diminués au maximum, mais on ne pourra jamais les supprimer. Une piste d'amélioration de ce mémoire, c'est la réplicabilité du modèle. Et donc, en fait, on constate que un tel modèle va être réplicable pour les centrales au fil de l'eau. Alors, j'ai pas vraiment parlé des centrales au fil de l'eau tout au long de ce mémoire, je me suis concentré sur une centrale de lac. Mais une centrale au fil de l'eau, il faut savoir que la corrélation entre la production et l'afflux en eau est de 100%. Le débit d'eau fait tourner les turbines, il n'y a pas de stock d'énergie, donc la production est faite en direct et ça crée une corrélation de 100%. Et donc en fait, ce modèle, il est vraiment tout à fait réplicable pour des centrales au fil de l'eau. Pour des centrales de lac, c'est beaucoup plus délicat puisqu'on doit faire du cas par cas, on doit étudier la centrale et sa stratégie de manière personnalisée, et les centrales de lac ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Donc, un modèle réplicable, oui, pour les centrales au fil de l'eau, plus compliqué pour les centrales de lac. Enfin, deux pistes d'amélioration pour ce mémoire, c'est la construction d'un indice qui donc est prospectif, qui est fondé sur des projections climatiques, à savoir que la projection climatique pour des données de débit d'eau et d'afflux d'eau est relativement difficile. Et enfin, c'est la construction d'un portefeuille diversifié qui va donc utiliser le modèle, la réplicabilité du modèle pour pouvoir construire un portefeuille qui soit mutualisé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je pense qu'on va pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Donc pour ça, vous allez pouvoir écrire dans le chat les questions que vous souhaitez poser et j'y répondrai au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Alors, première question, je vais les faire dans l'ordre. Pouvez-vous expliciter la difficulté de projection dans le temps des données d'afflux d'eau? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce dont j'ai parlé dans mon bilan. Alors, il faut savoir que l'afflux d'eau, c'est vraiment une donnée qui est très particulière. Euh, vous pouvez, alors, des productions dans le temps de données de débit d'eau, ça existe tout à fait. Et par exemple, vous avez, donc je vais prendre le cas, donc des cas plus simples, donc des cas par exemple, si on prend des données d'ensoleillement, des données de vent, des données de température, ce que vous allez faire pour les projeter, c'est que vous allez tout simplement prendre des données, par exemple, du GIEC ou des données de Météo France qui projettent sur plusieurs dizaines d'années. Et comment ça se présente? Ça se présente sous forme de grille. Donc, par exemple, vous avez la France et vous allez calquer dessus une grille. Et en chaque point de la grille, vous allez avoir une projection de données qui est fournie par un organisme compétent, comme Météo France, comme le GIEC, sachant que les points de cette grille sont séparés les uns des autres de plusieurs kilomètres. Et donc, pour retrouver une donnée de vent, une donnée d'ensoleillement, une donnée de température à l'endroit de votre centrale, donc si c'est du photovoltaïque, si c'est de l'éolien, vous allez faire ce qu'on appelle un lissage géospatial.
Donc un lissage géospatial, c'est des lissages, différents types de lissages qui utilisent des méthodes de noyau ou des méthodes dites de grigeage. Donc je ne suis pas assez calé sur le sujet pour entrer pour rentrer dans les détails. Mais toujours est-il que en utilisant en entrée une grille de projection qui est fournie par Météo France, par exemple, vous allez pouvoir, en appliquant une méthode de lissage, retrouver sur chaque point de la carte, vraiment chaque endroit de la carte, une donnée de projection. Et ça, c'est dû au fait que le vent, l'ensoleillement, la température, ce sont des données qui sont continues dans l'espace. La donnée d'afflux d'eau, de débit d'eau, c'est vraiment différent. Ce sont des données qui sont continues le long du cours d'eau, mais sinon elles sont discrètes dans l'espace. Et donc en fait, si vous n'avez pas une projection de débit d'eau ou d'afflux d'eau qui est directement au point concerné par la centrale, vous n'allez pas pouvoir effectuer de lissage géospatial puisque la donnée est discrète dans l'espace. Par exemple, si j'ai ma rivière qui n'a pas de données de projection de débit d'eau fournie par un organisme compétent, le fait que les rivières aux alentours bénéficient de telles données de projection ne va absolument pas m'aider à pouvoir estimer des projections sur le cours d'eau qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que ça rend très compliqué la projection dans le temps de ce type de données. Si j'avais voulu faire une étude prospective, il m'aurait fallu, à l'endroit de l'afflux d'eau, bénéficier déjà de données de projection faites par des organismes compétents, comme le GIEC. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ça reste une difficulté qu'il est compliqué de relever. Les faux positifs et les faux négatifs reflètent-ils donc le risque de base? Alors, le risque de base, c'est vraiment l'écart entre la réalité des dégâts sur le terrain et l'indemnité qui est faite par l'assurance paramétrique. Euh, donc, en fait, c'est un écart qu'il est impossible de réduire, puisque, comme je vous l'ai dit en première partie, l'assurance paramétrique, elle ne regarde jamais l'étendue des dégâts. Ce que l'assurance paramétrique regarde, c'est l'indice, c'est l'ampleur de l'événement. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est relier au maximum l'indice aux pertes, mais en fait, il y aura toujours un écart entre la relation. Donc, ce risque n'existe pas dans une assurance indemnitaire, puisque vous dépêchez sur place un expert qui va faire une évaluation des dégâts. Et ça n'a pas lieu euh, en assurance paramétrique. Les faux positifs et les faux négatifs, ils interviennent dans le risque de base. Ça, c'est une réalité. Comme vous regardez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la tempête que j'ai pris au début. Vous pouvez avoir une tempête qui est dans notre modèle d'assurance paramétrique en dessous, en dessous du seuil. Donc en fait, l'indemnité ne va pas se déclencher, mais dans la réalité des faits, il y aura eu des dégâts. Euh, et donc, il aurait fallu verser une indemnité. Euh, donc ça arrivera toujours. C'est un risque qu'on veut minimiser également. C'est un risque qu'on ne peut pas supprimer totalement. Alors, troisième question, je vais essayer une quatrième également. La temporalité de l'indice convient-elle à toutes les centrales? Sinon, comment le prendre en compte dans une mutualisation? Alors, la temporalité de l'indice, elle ne va pas correspondre à toutes les centrales, hein. Donc, je vais reprendre ma slide ici. Donc, alors, j'ai fait deux subdivisions qui sont très grossières. Il faut savoir que des centrales de lac, il y en a de très nombreux types. Vous avez des centrales de haute montagne, des centrales de moyenne montagne. Et en fait, ce sont des centrales qui ne réagissent pas de la même manière. Les centrales de haute montagne, par exemple, elles vont être alimentées énormément par la fonte des neiges. Et la fonte des neiges, c'est quelque chose qui a lieu de manière extrêmement saisonnière. Les centrales de moyenne montagne ou les centrales de plaine,
comme la centrale que j'ai étudiée. Ce sont des centrales qui vont principalement bénéficier d'un apport d'eau, de l'apport d'eau d'une rivière, et donc à la fois des précipitations, des affluents d'eau qui arrivent dans la rivière, de la fonte des neiges également. Et en fait, typiquement, une centrale de haute montagne, si vous prenez un indice qui est saisonnier, ça va très mal fonctionner parce que le gros de l'afflux en eau, il arrive vraiment sur une période précise. Alors que la centrale, elle va vouloir produire de l'électricité sur toute la durée de l'année. Donc en fait, elle va produire de l'électricité même quand elle ne reçoit pas d'afflux en eau. Et donc, pour ce type de centrale, on peut très bien imaginer un indice qui soit annuel. Et je pense que là, ça pourrait potentiellement fonctionner, très bien fonctionner. Et comment le prendre en compte dans une mutualisation? Il faut tout simplement segmenter ce produit mutualisé de manière plus précise que je l'ai fait. Donc, on aura d'un côté les centrales au fil de l'eau qui, elles, fonctionnent toutes de manière analogue. Et on aura de l'autre côté une segmentation des centrales de lac avec centrales de haute montagne, centrales de moyenne montagne, etc. Alors, comment maîtriser le risque de base? Donc, le risque de base, j'ai un petit peu répondu à la question. Il est maîtrisé en faisant la relation mathématique entre l'indice et la perte qui soit la plus proche possible. En fait, on veut une corrélation typiquement entre la production et l'apport en eau qui soit la plus proche de 100% possible. Plus elle est éloignée de 100%, plus le risque de base va forcément être élevé. Alors, il y a pas mal de questions encore. Je pense pas avoir le temps. Moi, je vais essayer de répondre à tout. Euh, comment se fait-il comment se fait-il que le prix de l'électricité ne soit pas un processus saisonnier? Alors, je vais reprendre également une slide. Alors, c'est le slide-ci et celle-là. Donc, effectivement, on voit dans le graphe d'autocorrélation du prix cumulé que on n'a pas de saisonnalité. Ça peut interroger, on pourrait se demander, on pourrait se dire que le prix évolue, le prix est saisonnier. En fait, en tout cas, le prix cumulé n'est pas un processus saisonnier. Euh, Si vous prenez une journée, euh, au sein du même journée, le prix va suivre un processus qui est saisonnier. Donc en fait, la nuit, le prix va être très faible, puisqu'il y a très peu de production, très peu de besoins. Le jour, le prix va être plus élevé, l'après-midi, le matin, selon qu'on utilise la climatisation, selon qu'on utilise le chauffage, etc. Donc au sein d'une même journée, on a une saisonnalité qui est très claire. Même de manière journalière, on a une saisonnalité. Par exemple, le dimanche, le prix est globalement moins faible parce qu'on consomme moins d'électricité. À la maille saisonnière, on n'a pas du tout, en tout cas de manière cumulée, on n'a pas du tout cette saisonnalité, puisque il y a beaucoup de paramètres exogènes, pardon, qui viennent, qui rentrent en compte. Donc, par exemple, vous avez des phénomènes économiques, des phénomènes géopolitiques qui vont avoir un impact très important sur le prix. Et vous pouvez vous retrouver avec une année où le prix de l'hiver 2022 est plus important que le prix de l'été 2023. Alors qu'il était moins. Enfin, en tout cas, il y a pas cette saisonnalité, on n'observe pas dans le prix cumulé une saisonnalité. Et d'ailleurs, une remarque qu'il y a à ça, c'est que la corrélation à la maille saisonnière, alors la corrélation à la maille journalière entre le prix et la demande en électricité, elle est très élevée. Plus à la maille journalière, on a une demande en électricité, plus le prix est élevé. À la maille saisonnière, ça n'est pas du tout vrai. Euh, Vous pouvez avoir globalement l'été, si on prend l'hiver 2014, on a eu un pic gigantesque. La demande d'électricité en hiver 2014 était globalement la même que celle de l'hiver 2012. Et pourtant, du fait de facteurs exogènes, on a un prix qui a atteint des sommets beaucoup plus importants. Voilà, donc je pense avoir répondu à cette question. Y a-t-il une redondance entre les prix et l'afflux en eau? Alors, question intéressante. Ça dépend. Ça dépend.
Donc en fait, je pense que si je comprends bien la question, est-ce qu'il y a une corrélation entre les prix de l'électricité et l'afflux en eau? Est-ce qu'il y a une partie de redondance? Il se trouve que ça dépend des systèmes, hein. Donc vous allez avoir des systèmes hydroélectriques comme la Norvège, comme certaines régions au Brésil, ou comme même l'Ouest américain, Californie, etc. Où là, oui, il va y avoir une redondance entre les prix de l'électricité et l'afflux en eau, puisqu'en fait, ce sont des systèmes qui sont fortement hydroélectriques. Je crois qu'en Norvège, 95% de la production d'électricité est hydroélectrique. Dans certaines régions des États-Unis ou de Brésil, on atteint 80-90%. Et donc, par effet de levier, si jamais dans ces régions l'afflux en eau vient à manquer, ça va avoir un impact immédiat sur les prix. Et donc, on va avoir une corrélation importante entre les prix et l'afflux en eau, ce qui remet d'une certaine manière en cause le modèle que j'ai utilisé. Le modèle que j'ai utilisé, je l'ai utilisé pour une région, donc c'est la Virginie. C'est une région pour laquelle l'hydroélectricité représente moins de 7% du mix énergétique global. C'est vraiment un type d'électricité qui est complémentaire. Et donc en fait, même si l'eau vient à manquer, étant donné que ce n'est qu'un très faible pourcentage du mix énergétique, ça ne va pas avoir d'impact sur les prix de l'électricité. Donc j'ai pu le constater en calculant la corrélation. On avait absolument zéro corrélation entre les prix de l'électricité et l'afflux en eau dans ce type de système. Pour les centrales de rivière, est-ce qu'un risque existe pour un débit qui serait trop rapide? Arrêt des turbines pour éviter la casse, équivalent aux éoliennes face aux tempêtes. Euh, Ce qui reviendrait à utiliser le même indice, deux seuils, l'un en bas, l'un en haut. Oui, c'est évidemment, c'est un risque très important. Alors, il faut savoir que les centrales de rivière, les centrales au fil de l'eau, elles ont des vannes qui peuvent être ouvertes en cas d'urgence. En fait, l'eau va s'écouler de l'autre côté de manière extrêmement rapide, si jamais il y a une crue d'eau, par exemple, qui pourrait potentiellement endommager la centrale. Donc, pour éviter ça, on va ouvrir des vannes qui vont, réduire ce débit d'eau. Et en fait, ces vannes-là, ce qui est important, c'est que ça ne passe pas par de la production d'électricité. C'est vraiment des vannes qui sont ouvertes pour laisser passer l'eau. Et donc, évidemment, donc en fait, il y a un risque pour la centrale, pour un débit trop rapide. Ce risque, il est résolu par le fait qu'il y a des vannes qui peuvent être ouvertes de manière urgente. Mais le fait est que pour notre police d'assurance, il faut prendre en compte le fait que quand il y a un débit d'eau très, très important, il y a une partie de l'eau qui ne va jamais tourner dans la turbine. Donc ça doit évidemment être pris en compte dans dans le, dans le produit d'assurance paramétrique. On a une dernière question. Alors, dernière question, je crois que j'aurais fini juste à temps. Les centrales hydrauliques peuvent-elles être exposées aux impacts de changement climatique? Peuvent être exposées aux impacts de changement climatique. Est-il alors opportun d'utiliser la méthode de detrending pour neutraliser ces tendances à long terme de changement climatique pour calibrer le contrat paramétrique? Les centrales hydrauliques sont exposées aux impacts de changement climatique? Oui. Oui. Alors, il se trouve, et de manière assez étonnante, que alors j'avais dans mon historique, donc pour l'afflux en eau, j'avais 70 ans d'historique. Et donc, j'ai voulu voir s'il y avait une tendance, donc en utilisant des séries temporelles. Et il se trouve que la tendance, qu'il n'y avait pas de tendance, ni à la hausse ni à la baisse, de l'afflux en eau, dans la centrale, sur 70 ans. Alors, ça ne veut pas dire que dans le futur, il n'y aura pas une tendance à la baisse. C'est d'ailleurs probable qu'il y ait une tendance à la baisse. Mais donc, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser de méthode de détraining puisque dans l'historique, on n'a pas de tendance, en fait, à long terme. Mais si jamais euh, on est capable d'utiliser des méthodes de projection qui, elles, révèlent une tendance, alors oui, dans ce cas-là, il est opportun d'utiliser cette méthode de détraining.
pour calibrer notre contrat d'assurance paramétrique. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si, peut-être. Merci. Je vous en prie. Euh, Écoutez, plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation. Et merci beaucoup pour vos questions. Euh, Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi.